Salut à tous, je m'appelle Joël et bienvenue sur le podcast Mes finances et moi. Ulrich, le co-auteur du podcast et moi pensons que parler des finances privées permet de dépenser moins, épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment mieux gérer vos finances vous-même et sans l'aide de personne. Avant de commencer cette émission, la deuxième partie du type de compte dont vous avez besoin, spécialement en Allemagne, j'aimerais revenir déjà sur deux commentaires ou bien deux choses qui ont attiré mon attention. Le premier concerne les assurances maladie en Allemagne, dont j'ai parlé dans une épisode précédente. Je crois que c'était l'épisode 4. Dans cette émission, j'ai bien précisé que c'est l'Allemagne, c'est une émission spéciale Allemagne, mais il y a toujours des gens qui viennent vers moi pour me demander comment le faire en France. Ou bien comment est-ce qu'ils vont trouver de nouvelles assurances en France. Que j'ai parlé de ces assurances qui ne se trouvent en France. Mes amis, faisons l'effort. Je veux dire, quand j'essaye de... Voilà, quoi. J'essaye de partager ce que je sais, aucune prétention d'être parfait, mais je dis en écoutant, il faut bien écouter. Parce que je me dis, parfois, lorsque quelqu'un vient me poser sur des questions, je rentre réécouter l'émission pour me dire, alors peut-être j'ai dit quelque chose de mauvais ou bien donné une mauvaise information. Je vous en prie, prenez le temps d'écouter. Lorsqu'il y a un certain recadrage sur une information, je fais l'effort, selon mes connaissances, de recadrer cette information ou de le mettre dans un contexte précis. Donc, c'est pour ça que je vous dis, écoutez mes émissions telles qu'elles sont. Je peux faire des erreurs d'expression, pardonnez-le-moi. Mais voilà, je demande aussi, faites cet effort-là d'écouter ce que je dis, de le comprendre. La deuxième chose aussi, c'est toujours dans le même contexte, c'était contre l'émission précédente, là où je parlais du système d'épargne, d'un système de compte dans un contexte français, là où je parlais d'un contexte français qui n'ont presque rien à voir avec l'Allemagne. Alors, malgré tout, il y a des gens qui viennent me voir, me poser des questions, mais comment est-ce que ça se fait que j'ai parlé de telle chose qu'il n'y a pas en Allemagne tout? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que la question que je me pose, est-ce que je m'exprime tellement mal que vous n'arrivez pas à comprendre ce que je vais dire? Si c'est le cas, je vous prie de me faire un commentaire sur le podcast pour que je puisse m'améliorer. Et ça me ferait vraiment plaisir. Parce que ça me donne l'impression que soit je n'explique pas bien et j'aimerais bien m'améliorer, soit certaines personnes n'écoutent pas, ne prennent pas le temps d'écouter ou bien ils sautent complètement les podcasts. J'essaie de faire mon podcast le plus long a duré 40 minutes et vous m'avez donné le feedback, c'était long. Donc j'essaie de faire les podcasts maintenant assez courts, mais je donne un objectif maximum 30 minutes, de couper mes podcasts ou bien de les condenser tels quels. Et dans ce genre de format, malheureusement, je ne peux pas entrer dans tous les détails. C'est pour ça que, assez souvent, lorsqu'il s'agira des informations assez précises, je me ferai l'effort de faire des podcasts en plusieurs parties ou bien des podcasts spéciaux pour parler en profondeur de certains thèmes. Donc, je vous prie de m'excuser, mais en même temps, voilà quoi. Je vous demande d'écouter, de comprendre le contexte dans lequel je donne certaines informations et d'en tenir compte. Mon podcast, si vous l'avez remarqué, est assez divisé en deux parties. Les gens qui vivent dans deux pays, la France et l'Allemagne. Parce que j'ai l'expérience en termes de finances dans ces deux pays-là, du moins en termes de finances privées. Donc c'est pour ça que, voilà, j'ai fait l'effort de ne pas mélanger les deux, même si parfois je peux faire référence à l'un ou à l'autre, mais toujours de contextualiser l'information que je donne et prenez-le dans ce contexte-là. Aujourd'hui, on va relancer l'émission, on va aller sur la deuxième partie du système de compte. Et cette fois-ci, c'est l'Allemagne. Je répète, cette fois-ci, c'est l'Allemagne. Donc, si vous êtes en France, ceci vous concernera moins, mais par curiosité,
volonté de peut-être vous éduquer financièrement, vous pouvez continuer d'écouter. Une autre chose, je vous prie, c'est bien de me faire des messages en privé pour me dire comment le podcast est bien, comment ça vous aide, mais ça me ferait vraiment énormément plaisir si vous me laissez des étoiles, 5 étoiles, des commentaires sur la plateforme avec laquelle vous nous écoutez. Ça me permettra de remonter au niveau des classements pour que d'autres personnes intéressées puissent facilement retrouver le podcast. Et bien sûr, c'est un plaisir pour moi de savoir que vous appréciez les informations que je donne et j'aimerais le partager avec le plus de monde possible. Alors, laissez-nous 5 étoiles si vous aimez le podcast, un commentaire, une appréciation et bien sûr une critique. Ça nous permettra de nous améliorer. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Allemagne. L'Allemagne avec les systèmes de compte que vous avez besoin pour pratiquement régler toute votre vie. Et actuellement, je vis en Allemagne et c'est ce système-là que j'utilise. On va parler de l'équipe type de tes finances, l'équipe type dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de 1001 autres choses, ou bien des comptes cachés, ou bien des choses entre guillemets bizarres pour mettre en place un système d'épargne, de placement, d'investissement assez futé pour être en avance sur les imprévus, pour très bien épargner dans l'avenir et bien sûr pour très bien épargner sur le long terme. Car c'est de ça qu'il s'agit dans ce podcast. D'ailleurs, si je connaissais une autre manière d'épargner pour être riche en 2 ou 3 jours, vraiment, je crois que je ne serais pas en train de faire ce podcast. Je serais en train de, d'enjoy mon argent, mes millions. Donc, ceux qui me savent ce podcast, j'ai une stratégie de long terme. Et le long terme, pour moi, c'est 10, 12, 15 ans, idéalement 15 ans. C'est ma philosophie, c'est mon game dans lequel moi-même je pratique. On va parler de l'équipe type pour l'organisation des finances. Cette équipe type-là, elle est très importante. Vos finances n'ont pas besoin d'être compliquées. Vous n'êtes pas obligé d'être dans les produits financiers bizarres. Donc, peut-être ou très probablement, vous ne comprenez pas comprenez pas ce qu'il y a dans les astérisques ou bien, dans les petites lignes. Alors, la difficulté qu'on a lorsqu'on veut organiser ses finances, lorsqu'on veut épargner, c'est qu'assez beaucoup de gens, la majorité essaient de mettre de côté ce qui est resté après la consommation. Cette méthode est difficile à mettre en place pour quelques raisons suivantes. C'est qu'assez souvent, lorsqu'à la fin du mois, il ne reste plus grand chose à épargner parce qu'il y a eu un imprévu, il y a eu ceci, cela, il y a eu des envies les achats impulsifs, les dépenses impulsives. Et le sentiment de se restreindre au jour le jour pour pouvoir laisser une grande poche d'épargne à la fin du mois est contraignante. Ça frustre et ça vous donne l'impression d'être radin, quoi. Alors, mon plan est simple et à mon avis, il est très efficace. Il n'est pas compliqué. L'équipe type de tes finances. Quel compte as-tu besoin? Comment épargnes-tu pour quel objectif? Ce que je vous parle aujourd'hui, ce que j'explique dans ce podcast, pour moi, c'est le B.A.B.A. C'est la base. Tout ce podcast va tourner autour de ce B.A.B.A. Tout ce podcast va tourner autour de cette équipe type de tes finances. Je ne vais pas compliquer. Je l'applique et je vous conseille, je vous le présente. Et je pense que c'est l'un des moyens très simples, mais surtout efficaces pour pouvoir épargner et faire de bons placements sur le long terme. Cette équipe-ci, pour moi, c'est la profession d'une foi pour une organisation optimale de tes finances. Tu n'as pas besoin de Bauvorvertrag, à mon avis, de Lebensversicherung. D'ailleurs, Lebensversicherung est différent de Risiko-Lebensversicherung. C'est 2 produits totalement différents. Pendant que Lebensversicherung, c'est une forme d'épargne, le Risiko-Lebensversicherung, c'est une assurance. Je le dis parce que lorsqu'on essaye de traduire souvent ces 2 produits-là en français, on dit assurance vie. Non. Les 2 produits ne sont pas l'assurance. Le Lebensversicherung, c'est vraiment une assurance vie, c'est un équivalent en termes d'épargne sur le long terme, pendant que le Risiko-Lebensversicherung, c'est une assurance pour vous couvrir en cas de décès lorsque vous remplissez cette condition et laissez aux ayants droit une certaine somme, quoi. Donc, c'est 2 schémas complètement différents. Je tiens vraiment à relever cette différence-là. Donc, je disais que vous n'avez pas besoin de 1001 choses en Allemagne pour gérer vos finances. C'était le cas en France. En France, on appelle le 4. En Allemagne, ça sera 3. Et comme on commence toujours par quoi? On commence par le gardien de but. Le gardien de but, c'est lui qui est là pour les goals. Au goal, on va le mettre, on parle de compte bancaire. Un compte bancaire doit être, si possible, gratuit.
vraiment gratuits. De nos jours, il y en a tellement. Pour avoir un compte gratuit, il y en a tellement. Et surtout dans les banques en ligne. Le service client souvent les services sont accessibles par téléphone parce qu'elles sont des banques en ligne et non pas des filiales. Donc, les services clients sont accessibles par téléphone qui peuvent aller selon les banques jusqu'à 22h et parfois les week-ends ou les samedis du moins. Chez ma banque, le service client est accessible le samedi aussi. Vous avez une carte de crédit gratuite à vie. Et généralement, les meilleures conditions pour les retraits lorsque vous êtes en dehors de l'Union européenne, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Cameroun, les conditions sont généralement meilleures que les cartes de crédit des banques traditionnelles ou bien de certains fournisseurs de banques traditionnelles comme par exemple la Barclays. Ce qui est aussi attrayant avec les banques en ligne, c'est le dispo crédit parce que vous savez de temps en temps ça peut arriver à cause d'un imprévu, un genre là. On a besoin d'aller à découvert, de prendre le crédit. Et généralement, ces banques-là ont les dispo crédit qui tournent entre 6 et 7%. 6-7%. Or, les banques traditionnelles sont parfois parlons jusqu'à 15%, c'est-à-dire le double. Maintenant, en ce qui concerne les retraits et les dépôts d'argent, lorsque vous avez un compte dans une banque en ligne, vous recevez généralement 2 cartes. Vous recevez une carte pour votre compte bancaire, proprement dit, et une carte de crédit qui peut être selon la banque Visa ou Mastercard. Donc, étant donné que ces banques-là n'ont pas de filiales, où est-ce que vous faites des retraits? Alors, vous faites des retraits idéalement avec votre carte de crédit parce qu'elle est gratuite. Donc, vous pouvez aller dans n'importe quelle banque la plus proche. Vous faites des retraits gratuitement. Et à la fin, selon la banque, la somme retirée sera prise la fin du mois en cours ou bien le mois prochain en fonction des banques. Ou alors, elle sera prise les jours qui suivent de votre compte bancaire. Donc, pour faire des retraits, donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre carte, la carte de votre banque courante qu'on appelle votre girocarte ou bien girocontocarte. Vous n'avez pas besoin de le faire. Parce que si vous le faites, ça va vous coûter de l'argent des retraits. Or, avec votre carte de crédit, vous faites le retrait et puis la banque se charge d'aller le récupérer plus tard dans votre compte. Beaucoup de ces banques en ligne aujourd'hui, ce qu'on appelle aussi les direct banques, ont des partenariats avec soit les stations d'essence, soit avec des magasins comme Aldi, Lidl, Rewe, Penny. Là où, sans avoir à faire un achat, vous pouvez faire un retrait. Donc, vous pouvez aller par exemple à Pennymark, dire ok, je veux faire un retrait. Certaines banques aussi, certains magasins ont aussi ces avantages de service à qu'elles offrent que ok, si vous faites un achat de moins 10 €, vous pouvez faire un retrait en espèces, c'est de suite. Mais c'est pas de ça dont je suis en train de parler. Je suis en train de dire des procédures totalement différentes où vous pouvez, avec votre carte normale, votre girocontocarte, aller à Penny, du moins si vous êtes à la DKB comme moi, je peux aller à Penny. Je dis, préalablement, je m'en vais sur mon application. Je dis, ok, je vais faire un retrait de 20 €. Je donne un exemple. Je m'en vais à Pennymark. Je leur montre ce QR code-là. Ils scannent ça. Je leur présente ma carte. Ils retirent. Ils me donnent 20 € de la caisse. Sans que je fasse un achat, rien du tout. Il y a et chaque banque comme ça a des partenaires un peu partout. Si bien que vous n'avez pas de vous faire de soucis, ok, je ne veux pas utiliser ma carte de crédit, je veux directement retirer l'argent de mon compte bancaire en disant ma girocontocarte. Voilà quoi, et c'est fait quoi. Maintenant, pour les dépôts en espèces, c'est là où maintenant ça peut être pour ceux qui font les transactions. Je ne connaissais pas pour vous individuellement. Bon, la dernière fois que moi j'ai fait une transaction, j'ai ressenti le besoin immuable, c'est-à-dire que je devais à tout prix faire un dépôt en espèces date de longtemps. Peut-être parce que comme je suis déjà un client de ces banques en ligne, j'ai réussi à mettre dans des conditions telles que j'ai pas besoin de faire des dépôts en espèces. Mais si c'est une obligation, je peux donner l'argent en espèces à quelqu'un et me faire le virement. C'est encore un peu là. Mais par contre, il y a une banque comme la Comdirect. La Comdirect, par exemple, c'est la filiale en ligne de la Commerzbank. Là, vous utilisez les infrastructures de la Commerzbank. Si dans votre profil de gestion, de votre profil de vie, vous faites constamment les dépôts en espèces, alors je vous conseillerais par exemple d'aller à la Comdirect. Là, vous pouvez utiliser les infrastructures de la Commerzbank pour faire vos dépôts. Par contre, vous ne pouvez pas aller à la Commerzbank demander un conseil parce que vous n'êtes pas les clients. Quelle banque en ligne je conseillerais 3 banques. Il y a la DKB Bank, la Consobank, la Comdirect. Alors, dans le show note, je mettrai
ces 3 banques-là pour que vous puissiez éventuellement, voilà, vous ouvrir les comptes comme ça, gratuit. Alors maintenant, on va avancer d'un cran. La défense. La défense, lui, c'est le Tagesgeld. Il vous faut un Tagesgeld. Je dis, tout le monde, il vous fait un Tagesgeld. Un Tagesgeld, c'est différent du Sparkonto que les banques classiques offrent là. Parce que les Sparkonto que les banques classiques n'ont pas vraiment d'intérêt. C'est pas 0, bon, on va dire 0, quoi. C'est pas grand chose. Un Tagesgeld, c'est généralement un produit financier là où vous pouvez mettre votre épargne. Les intérêts sont un peu plus élevés que dans les Sparkonto, mais c'est pas grand chose. C'est pour ça que c'est la défense. Le but d'un Tagesgeld, ce n'est pas de vous donner de beaucoup d'intérêt pour que vous en soyez, voilà, riche. Non, c'est pas ça le but. Le but d'un Tagesgeld, c'est de freiner l'inflation. Donc, les taux d'intérêt, aujourd'hui, ça tourne 0,3, voilà, autour de 0,3% par an. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que de laisser tout votre argent que vous n'utilisez pas, toute votre épargne dans votre compte bancaire. Entre avoir 0 et 0,3, en tout cas, vous le savez dans ce podcast, je préfère 0,3 que 0. Il faut faire travailler l'argent pour vous. Au niveau de la Tagesgeld, c'est pas grand chose, mais c'est déjà mieux. C'est pour ça que moi, je l'appelle la défense. Donc, tout argent que vous n'avez pas besoin dans votre compte pour vos dépenses, virez-le déjà dans un Tagesgeld, au moins, question de faire travailler l'argent pour vous. Là, un Tagesgeld, vous l'ouvrez, il y a plein de banques en ligne spécialisées dans des produits comme les Tagesgeld. Je mettrai quelques banques dans le show notes également. Et voilà, quoi. Vous avez par exemple la TF Bank qui est à 0,3% par an, la Renault Direct et la Renault Direct Bank qui est à 0,25%. Renault Direct Bank, c'est la banque de l'entreprise Renault, le fabricant d'automobiles qui offre aussi, voilà, ces produits financiers. Un Tagesgeld, donc on peut ajouter une information, c'est que sa disponibilité, elle est instantanée, quoi. Donc, c'est-à-dire quoi? Si vous virez l'argent de votre compte courant à un Tagesgeld, voilà, vous pouvez le revirer le lendemain. C'est pas bloqué, c'est pas rien. C'est pas bloqué, il n'y a aucune contrainte à l'accessibilité, sauf, si on peut dire comme ça, le délai des virements qui peuvent aller, voilà, virer du Tagesgeld en retour à votre compte bancaire. Et voilà, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Un Tagesgeld, c'est un compte d'épargne. Et comme je dis, il y a, c'est un compte d'épargne que vous ouvrez, mais il y a une référence qui sera votre compte bancaire. Là où les transactions, c'est-à-dire l'argent ne peut arriver dans votre Tagesgeld compte qu'en passant par votre compte de référence qui est votre compte bancaire normal. C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas donner mon numéro de compte de ma Tagesgeld à mon voisin de me virer de l'argent ou bien à mon employeur de me virer mon salaire. Non. Donc, c'est une référence. Donc, elles sont liées. Donc, même si elles sont dans deux banques différentes, elles sont liées. Donc, votre Tagesgeld ne peut recevoir de l'argent que de votre compte de référence qui sera votre compte bancaire. Et l'argent ne peut quitter de votre Tagesgeld pour entrer dans ce compte de référence là. Donc, vous ne pouvez pas virer de l'argent de votre Tagesgeld compte à votre camarade de classe. Non. Il doit passer déjà par votre compte bancaire normal, quoi. Une variation du Tagesgeld, c'est ce qu'on appelle un Festgeld. Donc, si vous avez de l'argent que vous pensez que, ok, j'aurais besoin de cet argent, c'est peut-être l'année prochaine, ou dans 1 an, dans 2 ans, voilà, ouvrez un Festgeld. Un Festgeld, ou ce qu'on appelle compte à terme en français, c'est l'argent que vous mettez dont vous avez, disons, 1000 euros. Vous me dites, ok, les 1000 euros, si j'en aurais besoin seulement dans 1 an ou 2 ans. C'est vrai qu'il y a même les banques aujourd'hui qui ont les Festgeld de 6 mois, de 9 mois, de 8 mois. Il y a plein de standards comme ça, quoi. Donc, c'est juste pour un exemple d'1 an, 2 ans, 3 ans, quoi. Mais sinon, il y a les banques même qui ont les Festgeld, entre guillemets, de 3 mois, 6 mois, hein. Donc, à vous de voir. Et bien sûr, avoir des intérêts légèrement plus élevés qu'un Tagesgeld. Donc, une variation. Donc, essayez de vous imaginer des choses comme ça. Au goal, vous avez votre compte bancaire en défense avec un Tagesgeld. Alors, en fonction de vos objectifs, qu'est-ce qu'on a dit? La Tagesgeld, depuis le début de podcast, qu'est-ce qu'il fait? C'est là où vous mettez votre épargne d'urgence. Parce que votre épargne d'urgence doit toujours être accessible à tout moment. Vous devez pouvoir accéder à cette épargne d'urgence ou épargne de précaution pour les cas imprévus. Alors, ça peut arriver. Et il doit y avoir combien? Je dis toujours, ça dépend. Il n'y a pas de règle fixe. Mais il y a au moins 3 mois de vos revenus nets. Et en fonction des personnes que vous avez en charge, ça peut aller jusqu'à 6 mois et pourquoi pas plus. Donc, lorsque vous avez atteint ce quota-là de votre épargne d'urgence et que vous avez les produits à long terme, où est-ce que vous faites des placements
pour avoir quelque chose pour avoir un peu plus que ce que le Tagesgeld donne, qui est de 0,3. Vous pouvez le mettre dans un Festgeld. Donc, vous avez maintenant là, à ce niveau-là, vous aurez là, vous pouvez avoir un Tagesgeld pour votre caisse d'urgence et un Festgeld pour un projet à court terme. 1-2 ans. 1-2 ans, ça fait que vous avez 2 défenseurs. Et parfois même, si vous avez plusieurs projets et que vous les épargnez en parallèle, pourquoi ne pas ouvrir, voilà, plusieurs Tagesgeld ou bien plusieurs Festgeld. Comme ça, voilà, vous ajoutez le nombre de joueurs à votre ligne défensive. Donc, vous avoir plusieurs Tagesgeld, plusieurs Tagesgeld, plusieurs Festgeld. Là, c'était comme ça, une variation, voilà, de l'épargne, voilà, de votre ligne défensive dans des Tagesgeld et Festgeld. Ce qu'il faut aussi savoir sur le Tagesgeld, c'est qu'aujourd'hui, si vous cherchez le Tagesgeld en ligne, comme je dis, le but des Tagesgeld, c'est de légèrement freiner l'inflation qui tourne en Allemagne autour de 1,8, 1,9%. C'est pas 0,3%, ça ne lutte pas vraiment contre l'inflation, mais ça freine quand même. C'est mieux que rien, comme j'ai déjà dit. Ça ne vous rend pas riche. Mais c'est bien d'avoir vos Tagesgeld dans les pays qui ont une notation qu'on appelle AA. Les notations AA sont les pays qui ont une situation de stabilité financière assez élevée, comme l'Allemagne, la France, les Pays-Bas. Parce qu'aujourd'hui, en Allemagne, il y a plein de pays étrangers qui ont des banques qui font la publicité de leur banque en Allemagne. Ce qui est tout à fait normal dans le cadre de l'Union européenne. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un Tagesgeld en Grèce, par exemple, en Espagne, ou bien en Bulgarie. Mais le problème avec ces pays-là, c'est que leur notation n'est pas bonne. Et on ne sait jamais. Il faut aussi être très prudent. Or, le but de votre Tagesgeld, c'est que vous devez à tout moment, quel que soit lambda, accéder à votre épargne. Donc, c'est pour ça que je vous recommande toujours, pour ce qui est du Tagesgeld et du Festgeld, de mettre dans un de ces pays comme France, Allemagne, Pays-Bas, Suède aussi. Ce n'est qu'une liste exemplaire, pour ce qui concerne quel pays, quoi. Et l'autre information que je voulais ajouter concernant les Festgeld, c'est que lorsque vous avez pas mis l'argent dans un Festgeld, disons, un exemple, 1 an. Maintenant, voilà, après 1 an, on vous remet votre argent avec les intérêts. Mais ça peut arriver que des situations compliquées, vous avez besoin de votre argent. Alors la banque va vous dire, ok, il n'y a pas de problème, on te remet ton argent, mais tu n'as pas les intérêts parce que tu as pas respecté la durée de blocage, la durée pour bloquer l'argent. D'autres banques, entre guillemets, avec du bon cœur, vont vous dire que bon, ok, tu n'as peut-être pas respecté, mais on te donne quand même quelque chose. Donc là, maintenant, c'est chaque banque qui a ce genre de contrat, quoi. Mais le but du Festgeld, c'est quoi? C'est que si vous avez dit, ok, je bloque pour 1-2 ans, voilà, que vous respectez pour pouvoir jouir des intérêts un peu plus élevés que ceux qui sont actuellement offerts dans un Tagesgeld. Là maintenant, on va passer à l'attaque. L'attaque, c'est-à-dire le gars qui va vous faire travailler votre argent. C'est-à-dire le compte pour faire travailler votre argent. On appelle et vous faire un compte chez un broker pour faire des placements en bourse. Un broker, c'est un intermédiaire par lequel vous passez pour pouvoir acheter des actions. Ça peut être des actions, ça peut être comme ce que j'ai encore dans ce podcast, les ETF. Peut-être dans une émission, je referai une émission là où je vais bien parler des ETF, ce que c'est, comment ça fonctionne, mais pour pouvoir investir en bourse, disons ça comme ça. Et voilà, vous pouvez le faire chez votre banque traditionnelle, si vous êtes chez une banque traditionnelle, voilà, mais généralement, ils sont plus chers. Les brokers en ligne ont des meilleures conditions par rapport aux brokers de votre banque en ligne, naturellement, parce que, voilà, la nature des choses en ligne font que elles n'ont pas de filiales, elles ont moins de choses en charge et offrent des prix assez concurrentiels. Maintenant, à quoi ressemble un compte chez un broker? Lorsque vous ouvrez un compte chez un broker, en fait, on vous ouvre 2 comptes. On vous ouvre ce qu'on appelle le Verrechnungskonto. Parce que si vous voulez acheter, investir, avoir un plan d'épargne dans un ETF, il faut acheter des parts de cet ETF-là. Donc, il faut que vous virez de l'argent de votre compte courant à votre broker. Et le broker, où est-ce qu'il met cet argent que vous l'avez viré? Dans ce qu'on appelle le Verrechnungskonto. Là encore, il n'a pas encore acheté les parts. Il a juste reçu, entre guillemets, l'argent que vous lui avez donné. Avec cet argent-là, vous lui dites, ok, voilà, achète-moi des parts de l'ETF MSCI World, par exemple, dont je parle assez souvent dans ce podcast. Voilà, c'est là, maintenant, il prend l'argent, il achète les parts. Et cette part-là, il les garde à ce qu'on appelle un Verwahrungskonto.
On entend dire qu'un compte pour garder les parts des actions des entreprises ou bien des ETF que vous avez acheté. Lorsque, par exemple, une entreprise en bourse, l'entreprise va investir via des dividendes. Où est-ce que va l'argent? L'argent ira dans votre Fresh Non Conto. Et lorsque c'est dans votre Fresh Non Conto, vous pouvez vous décider, ok, j'utilise ce dividende-là ou je le réinvestis encore. Donc, à vous le choix, quoi. Donc, le Fresh Compte, c'est quasiment ce qu'on appelle l'argent, là, le cash est. Et l'autre compte qu'on appelle le Fresh Compte, c'est là où les parts des entreprises, des fonds que vous achetez sont gardés. Les frais, à quoi ça coûte un peu en ligne? Les frais dépendent assez généralement de la hauteur du plan, du plan dont vous avez. Généralement, vous allez voir un broker qui va vous dire que bon, ok, voilà, il me faut des commissions et mes commissions, c'est tel nombre de pourcents, c'est 0%, il y a plein qui vous font 0% aujourd'hui. Il y a d'autres qui vont te dire que bon, ok, c'est tel pourcentage du plan que tu utilises chez moi. Parce que c'est toujours bien de savoir comprendre comment est-ce que ces entreprises de placement gagnent leur argent. Elles gagnent leur argent soit en prenant chez vous une sorte de commission, soit en travers une commission qu'elles reçoivent des sociétés de fonds chez qui, là où vous achetez les ETF, Donc, par exemple, si vous achetez chez Amundi, donc juste un exemple, Amundi, Amundi a des contrats avec plein de brokers. Vous dites que bon, ok, voilà, par personne qui achète les parts chez moi, je te donne tel pourcent. Généralement, ces pourcentages sont généralement assez faibles, donc ne vous faites pas de soucis. Parfois, c'est aussi une combinaison des deux, quoi. La commission que vous payez au broker directement et aussi avec les contrats qu'il a avec les sociétés de gestion de fonds, quoi. Quels sont les bons brokers actuellement? Actuellement, il y a Trade Republic qui est nouveau sur le marché. C'est une application là où tout se passe. Vous enregistrez, vous ouvrez, créez votre compte, vous faites vos placements en bourse à travers l'application Trade Republic. Donc, ils n'ont pas de portail en ligne pour faire des transactions. Voilà, ils sont gratuits. Mais le bémol avec Trade Republic, c'est que le nombre d'ETF est limité. Ils ont seulement les ETF de la société de management qu'on appelle iShare. Bon, iShare a aussi quand même assez de fonds, mais c'est juste pour vous donner déjà une appréciation, quoi. Parce que c'est possible, parce que parmi ceux qui vous écoutent, il y a des gens qui ont déjà des fonds qui n'appartiennent pas à iShare. Donc, vous ne pouvez pas transporter tout votre dépôt à Trade Republic parce que eux, ils n'auront peut-être pas de fonds qui sont dans votre dépôt actuel. Par contre, celui que moi je conseille aujourd'hui, c'est Smart Broker et OnVista. C'est deux brokers qui ont une grande palette d'ETF, là où vous pouvez investir. Les frais sont bons, prix concurrentiels. Par contre, tout à l'heure, j'ai parlé des banques en ligne. Ces banques en ligne là ont aussi des brokers. Donc, je pense pas que ce soit Comdirect, Consobank ou bien la DKB. Ils ont aussi le broker. Donc, si vous êtes déjà dans l'une de ces banques-là et que, voilà, certaines banques offrent des prix concurrentiels des prix concurrentiels à les clients qui ont déjà les comptes bancaires chez eux, regardez, comparez si les frais sont assez intéressants, mais assez intéressants. Alors maintenant, lorsque vous avez créé un compte chez votre broker, voilà, quelle est la prochaine étape? Bien sûr, il faut commencer à investir, il faut commencer à travailler de l'argent. Mais je répète, commencez déjà par avoir un bon gardien. Ensuite, vous créez votre système de défense avec un Tagesgeld et éventuellement des Festgeld avant de vouloir passer à l'attaque. C'est lorsque vous avez fait ces bases-là que moi, je vous conseillerais de commencer à passer à l'attaque. Parce qu'à mon avis, ça ne sert à rien que, voilà, vous avez réussi à épargner 1 000 euros. Qui ne constitue peut-être pas encore le niveau pour votre épargne d'urgence, mais vous voulez directement mettre cette épargne-là en bourse. C'est un risque assez élevé que moi, je ne vous conseillerais pas. Mais bon, après, c'est à vous de décider. Donc, c'est à peu près comme ça. Le système de compte. Donc, système de compte en Allemagne, je répète bien, en Allemagne. Donc, vous avez votre gardien, votre compte bancaire. Il doit être idéalement gratuit ou très, très bon prix. Et très, très bon prix pour moi, ça veut dire que non, inférieur doit être gratuit. Je ne sais même pas pourquoi il faut tourner. Mais bon, pour ceux qui sont encore sceptiques, voilà, normalement,
40, 50 euros l'année, c'est le maxi. Ça, c'était pour le gardien. Maintenant, la défense, votre défense, un tag SQL pour votre épargne de précaution. Parce que les urgences, on ne les prévoit pas. On est encore en période Covid. Il ne faudrait pas que c'est une situation à cause de votre emploi. Voilà. Chômage partiel vous empêche, vous stresse à la maison. Parce que le stress, les soucis financiers, c'est la mère de beaucoup d'autres stress. La mère de beaucoup de stress. Donc, c'est pour ça que ce domaine-là, il faut faire un effort pour ne pas avoir de stress. Ça vous épargnera, ça vous motivera à faire, ça vous épargnera en fait de votre vie et à pouvoir atteindre encore d'autres objectifs. Donc, lorsque vous avez mis votre défense avec une variation, ça peut être seulement tag SQL ou bien tag SQL, fait SQL ou bien plusieurs tag SQL, plusieurs fait SQL selon vos ambitions. C'est seulement là, lorsque ça est bien fait, le gardien de la défense, là, vous pouvez dire attaquez. Ouvrez-vous un compte, un broker en ligne et alors commencez à investir sur quel ETF. On en parlera dans un autre podcast. Alors, si vous avez apprécié ce podcast spécial dédié à l'Allemagne, laissez-nous 5 étoiles, un commentaire sur comment est-ce que vous organisez vos finances, quels tips vous avez pour votre système de compte. Et voilà, on en discutera. Et c'est un plaisir que vous m'écoutiez, que vous m'envoyez des messages sur les réseaux sociaux. Ça me fait plaisir, ça veut dire que vous m'écoutez et que vous aimez en avoir un peu plus. Alors laissez-moi un commentaire, n'oubliez pas, un commentaire 5 étoiles, ça me motive aussi vraiment. Merci beaucoup et au prochain épisode.